Eh bien, bonsoir. Le capitaine Nemo conduit Pierre Aronnax dans sa chambre, oui, et lui dit « Veuillez vous asseoir », et là commence un nouveau chapitre, le chapitre 12. Regardez cette scène comme elle est belle, vous avez vu ça? Et donc qu'est-ce qu'il va nous dire, notre cher ami, le capitaine Nemo, qu'est-ce qu'il va nous dire? Chapitre 12, de la première partie de 20 milieux sous les mers. Tout par l'électricité. Allons-nous apprendre comment fonctionne ce Nautilus? Parce que pour le moment, on ne sait toujours pas pourquoi il y a ces espèces d'effets phosphorescents du navire, parce que ça, c'est quelque chose que l'Abraham Lincoln, donc le bateau qui part en expédition pour trouver l'animal, mais au final qui est un sous-marin, il constate que ce navire dégage des lumières phosphorescentes à certains moments. Donc on se dit, mais pourquoi? Monsieur, dit le capitaine Nemo, me montrant les instruments suspendus aux parois de sa chambre. Voici les appareils exigés par la navigation du Nautilus. Ici, comme dans le salon, je les ai toujours sous les yeux et ils m'indiquent ma situation et ma direction exacte au milieu de l'océan. Les uns vous sont connus, tels que le thermomètre qui donne la température intérieure du Nautilus, le baromètre qui pèse le poids de l'air et prédit les changements de temps, l'hygromètre qui marque le degré de sécheresse de l'atmosphère, le storm-glass, dont le mélange en se décomposant annonce l'arrivée des tempêtes, la boussole qui dirige ma route, le sextant qui, par la hauteur du soleil, m'apprend ma latitude, les chronomètres qui me permettent de calculer ma longitude, et enfin des lunettes de jour et de nuit qui me servent à scruter tous les points de l'horizon quand le Nautilus est remonté à la surface des flots. Donc, on se rappelle, un petit point mémotechnique, qu'est-ce que c'est longitude? Longitude, Londres, donc c'est le méridien de Greenwich, donc longitude c'est ça, hein, par rapport à la Terre. Latitude, c'est l'équateur, le tropique du Capricorne, du Cancer, etc. Donc le sextant qui nous dit où est-ce qu'on est au niveau de la latitude, les chronomètres qui permettent de savoir où est-ce qu'on en est au niveau de la longitude, et comme ça on arrive à se repérer un petit peu. Ce qui peut être vachement utile quand même, hein. Quand on est sur un bateau, c'est pas mal de pouvoir se repérer, n'est-ce pas? Ce sont les instruments habituels aux navigateurs, répondis-je. Et j'en connais l'usage. Bah oui, je ne suis pas stupide, ma foi. C'est grâce à ça qu'on retrouve les navires par ailleurs. Beaucoup confondent, mais oui, mais absolument. Mais en voici d'autres, qui répondent sans doute aux exigences particulières du Nautilus. Ce cadran que j'aperçois et que parcourt une aiguille mobile, n'est-ce pas un manomètre? C'est un manomètre, en effet, mis en communication avec l'eau dont il indique la pression extérieure. Il me donne par là même la profondeur à laquelle se maintient mon appareil. Le manomètre, c'est pour gérer la pression. Ok, donc c'est pour savoir à peu près où on en est au niveau de la profondeur. Et ces sondes d'une nouvelle espèce? Ce sont des sondes thermométriques qui rapportent la température des diverses couches d'eau. Ces autres instruments dont je ne devine pas l'emploi? Ici, monsieur le professeur, je dois vous donner quelques explications, dit le capitaine Nemo. Veuillez donc m'écouter. Il garda le silence pendant quelques instants, puis il dit « Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire, il m'échauffe, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. » L'électricité? Mon Dieu, m'écriai-je assez surpris. Oui, monsieur. Cependant, capitaine, vous possédez une extrême rapidité de mouvement qui s'accorde mal avec le pouvoir de l'électricité. On rappelle qu'à l'époque, l'électricité, c'était pas non plus... c'était utilisé surtout pour s'éclairer. Jusqu'ici, sa puissance dynamique est restée très restreinte et n'a pu produire que de petites forces. C'est vrai que... pour cette époque-là, c'est vraiment avant-gardiste. Hein. C'est pas Elon Musk, hein, le capitaine Nemo, pas encore. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, mon électricité n'est pas celle de tout le monde. Et c'est là tout ce que vous me permettrez de vous en dire. Je n'insisterai pas, monsieur, et je me contenterai d'être très étonné d'un tel résultat. Une seule question cependant à laquelle vous ne répondrez pas si elle est indiscrète. Les éléments que vous employez pour produire ce merveilleux agent doivent s'user vite. Le zinc, par exemple, comment le remplacez-vous, puisque vous n'avez plus aucune communication avec la Terre? Votre question aura sa réponse, répondit le capitaine Nemo.
Je vous dirai d'abord qu'il existe au fond des mers des mines de zinc, de fer, d'argent, d'or, dont l'exploitation serait très certainement praticable. Mais je n'ai rien emprunté à ces métaux de la terre, et j'ai voulu ne demander qu'à la mer elle-même les moyens de produire mon électricité. Le zinc, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un sel minéral, est un oligo-élément, c'est-à-dire un sel minéral présent en faible proportion dans notre organisme. Il n'en possède pas moins un rôle essentiel: stimulation des défenses immunitaires, protection contre le vieillissement cellulaire, maintien de la qualité de la peau. À la mer? Oui, monsieur le professeur, et les moyens ne me manquaient pas. J'aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre des fils plongés à différentes profondeurs, obtenir l'électricité par la diversité de températures qu'ils éprouvaient. Mais j'ai préféré employer un système plus pratique. Et lequel? Vous connaissez la composition de l'eau de mer. Sur 1000 grammes, on trouve 96 centièmes et demi d'eau et 2 centièmes 2 tiers environ de chlorure de sodium. Puis, en petite quantité, des chlorures de magnésium et de potassium, du bromure de magnésium, du sulfate de magnésie, du sulfate et du carbonate de chaux. Vous voyez donc que le chlorure de sodium s'y rencontre dans une proportion notable. Or, c'est ce sodium que j'extrais de l'eau de mer et dont je compose mes éléments. Le sodium? Oui, monsieur. Mélangé avec le mercure, il forme un amalgame qui tient lieu du zinc dans les éléments benzène. Le mercure ne s'use jamais. Le sodium seul se consomme et la mer me le fournit elle-même. Je vous dirai, en outre, que les piles au sodium doivent être considérées comme les plus énergiques et que leur force électromotrice est double de celle des piles au zinc. Je comprends bien, capitaine, l'excellence du sodium dans les conditions où vous vous trouvez. La mer le contient, donc pratique. Bien, mais il faut encore le fabriquer, l'extraire en un mot. Et comment faites-vous? Vos piles pourraient évidemment servir à cette extraction, mais si je ne me trompe, la dépense du sodium nécessitée par les appareils électriques dépasserait la quantité extraite. Bah oui, si tu dépenses plus d'énergie pour choper l'énergie que tu produis, c'est un peu compliqué. Il arriverait donc que vous en consommeriez pour le produire plus que vous n'en produiriez. Oui, monsieur le professeur, je ne l'extrais pas par la pile, et j'emploie tout simplement la chaleur du charbon de terre. De terre, dis-je en insistant. Disons le charbon de mer, si vous voulez, répondit le capitaine Nemo. Alors, comme d'habitude, c'est une version libre de droit, donc parfois il manque des ponctuations, il y a des petites erreurs par-ci par-là. Genre là, par exemple, il manque un trait d'union, évidemment, mais bon. Et vous pouvez exploiter des mines sous-marines de houille? Monsieur Aronnax, vous me verrez à l'œuvre. Je ne vous demande qu'un peu de patience, puisque vous avez le temps d'être patient. Bah oui, vous êtes enfermé dans mon vaisseau. Vous avez le temps, hein, finalement. Hein. Vous allez passer toute votre vie ici, donc... Rappelez-vous seulement ceci. Je dois tout à l'océan. Il produit l'électricité, et l'électricité donne au Nautilus la chaleur, la lumière, le mouvement, la vie, en un mot. Mais non pas l'air que vous respirez. Oh, je pourrais fabriquer l'air nécessaire à ma consommation, mais c'est inutile puisque je remonte à la surface de la mer, quand il me plaît. Cependant, si l'électricité ne me fournit pas l'air respirable, elle manœuvre, du moins, des pompes puissantes qui l'emmagasinent dans des réservoirs spéciaux, ce qui me permet de prolonger au besoin, et aussi longtemps que je le veux, mon séjour dans les couches profondes. Capitaine, répondis-je, je me contente d'admirer. Vous avez évidemment trouvé ce que les hommes trouveront sans doute un jour, la véritable puissance dynamique de l'électricité. C'est un truc de fou quand même, parce que l'invention de l'ampoule, c'est 1879. Et là, on a un gars qui fait marcher tout son sous-marin avec de l'électricité. Donc on est sur quelqu'un qui est quand même... c'est précoce, hein. Là, c'est précoce quand même, on peut le dire. Hein. Je rappelle, hein, 20 milieux sous les mers... C'est écrit en 1869-1870. Première partie en 69, deuxième partie en 1870. Je ne sais s'ils la trouveront, répondit froidement le capitaine Nemo. Quoi qu'il en soit, vous connaissez déjà la première application que j'ai faite de ce précieux agent. C'est lui qui nous éclaire avec une égalité et une continuité que n'a pas la lumière du soleil. Maintenant, regardez cette horloge.
Elle est électrique et marche avec une régularité qui défie celle des meilleurs chronomètres. Je l'ai divisée en 24 heures, comme les horloges italiennes, car pour moi il n'existe ni nuit, ni jour, ni soleil, ni lune, mais seulement cette lumière factice que j'entraîne jusqu'au fond des mers. Voyez en ce moment, il est 10 heures du matin. Parfaitement, oui, c'est une horloge, donc ça indique l'heure, oui, jusque-là tout va bien. Autre application de l'électricité. Ce cadran suspendu devant nos yeux sert à indiquer la vitesse du Nautilus. Un fil électrique le met en communication avec l'hélice du loch et son aiguille m'indique la marche réelle de l'appareil. Et tenez, en ce moment, nous filons avec une vitesse modérée de 15 000 à l'heure. Donc le loch, qu'est-ce que c'est, les amis? Ce n'est pas le Loch Ness, c'est autre chose. C'est donc un instrument qui permet d'estimer la vitesse. Triangle de bois lesté pour s'enfoncer perpendiculairement au sens d'avancement du navire, relié à une ligne dont les graduations étaient constituées par des nœuds espacés de 14,40 mètres. La première description du loch à bateau a été rédigée en 1577. Ah putain, tu comptes? Oh waouh, incroyable, ok. Le flotteur était lancé à la mer par l'arrière, on laissait filer la ligne. Une première longueur correspondait à la longueur du navire et était signalée par un morceau de tissu, la wash. Donc ça, c'est ce qu'il nous a montré au début. C'est ce qu'il a dans la main là. Lorsque la wash passait par-dessus bord, on déclenchait un sablier et on comptait le nombre de nœuds qui défilaient pendant 28 secondes. Ce nombre donne la vitesse du navire en nœuds. Pour tenir compte de la perturbation engendrée par le sillage du navire, l'écart entre les nœuds était réduit à 15 mètres pour une mesure optimisée. Incroyable, les amis. C'est merveilleux, répondis-je. Et je vois bien, capitaine, que vous avez eu raison d'employer cet agent, qui est destiné à remplacer le vent, l'eau et la vapeur. Et on rappelle d'ailleurs qu'en plus, le Nautilus va extrêmement vite par rapport aux autres bateaux, hein. On rappelle que pendant la course-poursuite entre l'Abraham Lincoln, qui est vraiment un des navires les plus rapides qui est existant, l'Abraham Lincoln a eu beaucoup de peine à la rattraper et n'a jamais réussi à la rattraper. Ils ont dû attendre la nuit pour pouvoir le choper. Nous n'avons pas fini, monsieur Aronnax, dit le capitaine Nemo en se levant. Et si vous voulez me suivre, nous visiterons l'arrière du Nautilus. C'est un gros navire, me semble-t-il. Oui, c'est un très très gros navire. Autant l'Abraham Lincoln que le Nautilus, hein, qui fait, je crois, un moment il dit, il estime la taille du bateau à genre 70 mètres de long, un truc comme ça. En effet, je connaissais déjà toute la partie antérieure de ce bateau sous-marin, dont voici la division exacte. En allant du centre à l'éperon, c'est ça l'éperon, est une pointe renforcée située sur la proue d'un navire, donc c'est l'avant du bateau. La salle à manger de 5 mètres, séparée de la bibliothèque par une cloison étanche, c'est-à-dire ne pouvant être pénétrée par l'eau. Merci de nous expliquer ce que ça veut dire le mot étanche. La bibliothèque de 5 mètres, le grand salon de 10 mètres, séparée de la chambre du capitaine par une seconde cloison étanche, la dite chambre du capitaine de 5 mètres, la mienne de 2,50 mètres, et enfin un réservoir d'air de 7,50 mètres qui s'étendait jusqu'à l'étrave. Total, 35 mètres de longueur. Les cloisons étanches étaient percées de portes qui se fermaient hermétiquement au moyen d'obturateurs en caoutchouc et elles assuraient toute sécurité à bord du Nautilus au cas où une voie d'eau se fût déclarée. Je suivis le capitaine Nemo à travers les coursives situées en abord et j'arrivai au centre du navire. Là se trouvait une sorte de puits qui s'ouvrait entre deux cloisons étanches. Une échelle de fer cramponnée à la paroi conduisait à son extrémité supérieure. Je demandai au capitaine à quel usage servait cette échelle. « Elle aboutit au canot, » répondit-il. « Quoi, vous avez un canot » répliquai-je assez étonné. « Sans doute. Une excellente embarcation légère et insubmersible qui sert à la promenade et à la pêche. Mais alors, quand vous voulez vous embarquer, vous êtes forcé de revenir à la surface de la mer ? Aucunement. Ce canot adhère à la partie supérieure de la coque du Nautilus et occupe une cavité disposée pour le recevoir. Il est entièrement ponté, absolument étanche et retenu par de solides boulons.
Cette échelle conduit à un trou d'homme percé dans la coque du Nautilus, qui correspond à un trou pareil percé dans le flanc du canot. C'est par cette double ouverture que je m'introduis dans l'embarcation, donc dans le canot. On referme l'une, celle du Nautilus, je referme l'autre, celle du canot, au moyen de vis de pression. Je largue les boulons et l'embarcation remonte avec une prodigieuse rapidité à la surface de la mer. Donc en fait, il ferme la porte du Nautilus qui est en dessous, il ferme la porte du canot qui est en dessus, il décroche les boulons et t'as le navire qui fait vroup et puis qui monte jusqu'à la surface. J'ouvre alors le panneau du pont, soigneusement clos jusque-là, je mate, je hisse ma voile ou je prends mes avirons et je me promène. Oh, n'est-ce pas beau? Mais comment revenez-vous à bord? Bah oui. Je ne reviens pas, monsieur Aronnax. C'est le Nautilus qui revient. À vos ordres? Oui, à mes ordres. Un fil électrique me rattache à lui. Je lance un télégramme et cela suffit. Ah oui, donc c'est automatique. C'est incroyable. Ah oui, donc en fait, c'est carrément une commande. Non mais c'est incroyable. Ce télégramme permet en fait d'envoyer une commande au Nautilus et le Nautilus revient automatiquement vers le bateau. Il fait un petit message, tac 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 tac, hein, et ça permet de taper une commande et le Nautilus revient. Donc c'est comme une télécommande. En effet, dis-je, grisé par ces merveilles. Rien n'est plus simple. Après avoir dépassé la cage de l'escalier, qui aboutissait à la plateforme, je vis une cabine longue de 2 mètres, dans laquelle Conseil et Ned Land, enchantés de leur repas, bah oui, ils sont allés manger, s'occupaient à le dévorer à belles dents. Puis une porte s'ouvrit sur la cuisine, longue de 3 mètres, située entre les vastes cambuses du bord. Les cambuses, magasins du bord sur un bateau. Là, l'électricité, plus énergique et plus obéissante que le gaz lui-même, faisait tous les frais de la cuisson. Les fils, arrivant sous les fourneaux, communiquaient à des éponges de platine une chaleur qui se distribuait et se maintenait régulièrement. Elle chauffait également des appareils distillatoires qui, par la vaporisation, fournissaient une excellente eau potable. Un désalinisateur, en fait. Auprès de cette cuisine s'ouvrait une salle de bain, confortablement disposée et dont les robinets fournissaient l'eau froide ou l'eau chaude à volonté. Donc c'était une des questions que j'avais au début. Je me disais, mais comment il fait pour l'eau potable? Parce que c'est un peu compliqué si t'es entouré d'eau de mer quand même. Il faut avoir un désalinisateur, donc il y en a un quand même. Auprès de cette cuisine s'ouvrait une salle de bain, confortablement disposée et dont les robinets fournissaient l'eau froide ou l'eau chaude à volonté. Très malin, l'ami. À la cuisine succédait le poste de l'équipage, long de 5 mètres, mais la porte en était fermée et je ne pus voir son aménagement qui m'eût peut-être fixé sur le nombre d'hommes nécessités par la manœuvre du Nautilus. Bah, c'est vrai qu'on sait pas, on connaît pas vraiment. On a vu 2 ou 3 membres d'équipage, mais ça s'arrête un peu là. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Au fond s'élevait une 4e cloison étanche qui séparait ce poste de la chambre des machines. Une porte s'ouvrit et je me trouvais dans ce compartiment où le capitaine Nemo, ingénieur de premier ordre, à coup sûr, avait disposé ses appareils de locomotion. Cette chambre des machines, nettement éclairée, ne mesurait pas moins de 20 mètres en longueur. Elle était naturellement divisée en 2 parties. La première renfermait les éléments qui produisaient l'électricité, l'élément probablement le plus important, hein, et la seconde, le mécanisme qui transmettait le mouvement à l'hélice. Je fus surpris tout d'abord de l'odeur sui generis qui emplissait ce compartiment. Le capitaine Nemo s'aperçut de mon impression. L'odeur sui generis, qui caractérise exclusivement quelque chose ou quelqu'un. C'est dans le sens une odeur très particulière, et que vraisemblablement Pierre Aronnax n'a jamais senti, donc il se dit « mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» Ce sont, me dit-il, quelques dégagements de gaz produits par l'emploi du sodium, mais ce n'est qu'un léger inconvénient. Tous les matins d'ailleurs, nous purifions le navire en le ventilant à grand air. Cependant, j'examinais avec un intérêt facile à concevoir la machine du Nautilus. « Vous le voyez, me dit le capitaine Nemo. J'emploie des éléments benzène, et non des éléments Ruhmkorff. Générateur électrique permettant d'obtenir des tensions très élevées. Il utilise autre chose, il utilise les éléments benzène. Pile benzène, pile électrique, du nom de son inventeur. Elle consistait en une anode de zinc,
dans de l'acide sulfurique dilué et une cathode de carbone dans l'acide nitrique concentré. Donc vous le voyez, me dit le capitaine Nemo, j'emploie des éléments benzène et non des éléments Ruhmkorff. Ceux-ci eussent été impuissants. Donc les Ruhmkorff c'est moins puissant que les benzènes, visiblement, ok. Donc les éléments benzène sont peu nombreux, mais forts et grands, ce qui vaut mieux, expérience faite. L'électricité produite se rend à l'arrière, où elle agit par des électroaimants de grande dimension sur un système particulier de leviers et d'engrenages qui transmettent le mouvement à l'arbre de l'hélice. D'accord. Celle-ci, dont le diamètre est de 6 mètres et le pas de 7 mètres 50, peut donner jusqu'à 120 tours par seconde. Un génie. Jules Verne et le capitaine Nemo, visiblement, parce que 120 tours par seconde. On est en 1866, hein, je rappelle. Hein. Et vous obtenez alors une vitesse de 50 000 à l'heure. Non, 1000 marins, c'est 92 km. 92 km/h. Hein. C'est vraiment du... on est dans le futur. Hein. On est dans le futur. Il y avait là un mystère. Mais je n'insistais pas pour le connaître. Comment l'électricité pouvait-elle agir avec une telle puissance ? Où cette force presque illimitée prenait-elle son origine ? Était-ce dans sa tension excessive obtenue par des bobines d'une nouvelle sorte ? Était-ce dans sa transmission qu'un système de levier inconnu pouvait accroître à l'infini ? C'est ce que je ne pouvais comprendre. Et là, on a une note de bas de page qui se réfère à levier inconnu. Et précisément, on parle d'une découverte de ce genre dans laquelle un nouveau jeu de levier produit des forces considérables. L'inventeur s'est-il donc rencontré avec le capitaine Nemo ? Intéressant cette petite question. Capitaine Nemo, dis-je, je constate les résultats et je ne cherche pas à les expliquer. J'ai vu le Nautilus manœuvrer devant l'Abraham Lincoln et je sais à quoi m'en tenir sur sa vitesse. Mais marcher ne suffit pas. Il faut voir où l'on va. Il faut pouvoir se diriger à droite, à gauche, en haut, en bas. Comment atteignez-vous les grandes profondeurs où vous trouvez une résistance croissante qui s'évalue par des centaines d'atmosphères ? Comment il fait ? Comment remontez-vous à la surface de l'océan ? Enfin, comment vous maintenez-vous dans le milieu qui vous convient ? Suis-je indiscret en vous le demandant ? Aucunement, monsieur le professeur, me répondit le capitaine, après une légère hésitation. Puisque vous ne devez jamais quitter ce bateau sous-marin. Oui, c'est vrai. Je vous le rappelle, vous êtes prisonnier hein, quand même. Hein. Vous êtes prisonnier mais libre. Ouais. Venez dans le salon. C'est notre véritable cabinet de travail. Et là, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le Nautilus. Ça fait déjà 3 chapitres qu'on essaie d'apprendre tout ce qu'on peut savoir sur le Nautilus. Hein. Ça fait 3 chapitres. Là, on va avoir le chapitre sur la pression atmosphérique, je pense, surtout.